Toute cette soirée jusqu'à 10 heures du soir, il la passa dans toutes sortes de cloaques et de tavernes, passant de l'une à l'autre. Il retrouva Katia qui, de nouveau, chantait une autre chanson de laquais sur la façon dont quelqu'un, une canaille et un tyran, se mit à embrasser Katia. Svidrigaïlov payait à boire à Katia, aux joueurs d'orgue, aux chanteurs, aux laquais et à deux espèces de scribouillards. Il s'était lié avec ces scribouillards au fond, parce que tous les deux, ils avaient le nez tordu. Le premier avait un nez tordu à droite, le deuxième à gauche. Cela avait sidéré Svidrigaïlov. Les scribouillards finirent par l'entraîner dans une sorte de parc d'attractions où il leur paya aussi le billet d'entrée. Dans ce parc, il y avait un petit sapin rachitique, vieux de 3 ans, et 3 petits buissons. En outre, on y avait construit un casino, c'est-à-dire tout bonnement un débit de boisson, mais dans lequel on pouvait aussi se faire servir du thé, et où, en outre, il y avait quelques petites tables vertes avec des chaises. Un monstrueux chœur de chanteurs et une espèce de bavarois qui jouait les bouffons avec un nez rouge mais qui semblait bizarrement mélancolique, essayaient de distraire la clientèle. Les scribouillards se disputèrent avec d'autres scribouillards et voulurent même organiser une rixe. Svidrigaïlov fut désigné pour juge. Il joua au juge un bon quart d'heure, mais il criait si fort qu'il n'y avait pas moyen d'y comprendre un seul mot. Le plus vraisemblable était que l'un d'entre eux avait volé quelque chose et qu'il avait même eu le temps de le revendre à un youpin qui s'était trouvé là, mais que, l'ayant vendu, il n'avait pas voulu partager avec son collègue. Il s'avéra enfin que l'objet revendu était une cuillère à thé appartenant au casino. Le casino s'en rendit compte et l'affaire menaça de prendre une tournure ennuyeuse. Svidrigaïlov paya pour la cuillère, se leva et sortit du parc. Il était près de 10 heures du soir. Lui-même, de tout ce temps-là, il n'avait pas bu une seule goutte de vin et ne s'était commandé que du thé, et encore plus parce qu'il fallait consommer quelque chose. Or, le soir était lourd et lugubre. Vers 10 heures, des nuages terrifiants affluèrent de tous côtés. Le tonnerre retentit et l'averse se déchaîna comme une cascade. L'eau ne tombait pas goutte à goutte, elle fouettait la terre à jets continus. Les éclairs luisaient sans cesse et l'on pouvait en compter jusqu'à 5 à chaque lueur. Trempé jusqu'à la corde, il rentra chez lui, s'enferma, ouvrit son bureau, sortit tout son argent et déchira 2-3 papiers. Ensuite il fourra son argent dans sa poche, voulut se changer, mais après avoir regardé par la fenêtre et écouté la pluie et le tonnerre, il reprit son chapeau et ressortit sans refermer la porte de son appartement. Il alla tout droit chez Sonia. Celle-ci était chez elle. Elle n'était pas seule. Elle avait autour d'elle 4 jeunes enfants de Kapernaumov. Sofia Semyonovna leur servait du thé. Elle accueillit Svidrigaïlov dans un silence respectueux, regarda avec surprise ses habits détrempés, mais ne dit pas un mot. Les enfants, eux, s'enfuirent aussitôt, pleins d'une horreur indescriptible. Svidrigaïlov s'assit devant la table et invita Sonia à s'asseoir près de lui. Celle-ci se prépara timidement à l'écouter. « Sofia Semyonovna, si ça se trouve, je pars en Amérique, » dit Svidrigaïlov. « Et comme nous nous voyons, vous et moi, sans doute pour la dernière fois, je suis venu prendre quelques dispositions. » « Bon, vous avez vu cette dame aujourd'hui ? Je sais ce qu'elle vous a dit, pas besoin de me le redire. » Sonia fit un mouvement et rougit. « Ces gens-là, on sait bien comme ils sont. Quant à vos sœurs et à votre frère, ils sont vraiment casés, et l'argent qui leur est assigné a été remis pour chacun, contre quittance en lieu sûr, entre des mains de toute confiance. Du reste, ces quittances, prenez-les pour vous, comme ça, à tout hasard. Tenez, prenez. Bon, maintenant ça, c'est fini. Voilà 3 billets à 5% pour 3000 roubles au total. Ça, prenez-le pour vous, personnellement pour vous, et que ça reste comme ça, entre nous, que personne ne sache, quoi que vous puissiez entendre par la suite. Vous en aurez besoin, d'abord, Sofia Semyonovna, parce que vivre comme avant, c'est moche, et puis, vous n'aurez plus aucune nécessité de le faire. Vous me couvrez de tant de bienfaits, monsieur. Les orphelins, et la défunte, fit Sonia en se pressant.
que si jusqu'à présent je vous ai peu remercié, c'est... Ne pensez pas... Oh, voyons... Mais pour cet argent, Arkady Ivanovitch, je vous suis très reconnaissante. Mais, n'est-ce pas, maintenant, je n'en ai plus besoin. Moi, toute seule, je m'en sortirai toujours. Ne prenez pas ça, n'est-ce pas, pour de l'ingratitude. Si vous êtes si charitable, n'est-ce pas, cet argent, pour vous, Sofia Semyonovna, et s'il vous plaît, sans discussion superflue, parce que, même, je n'ai pas trop le temps, et vous en aurez besoin. Il y a deux chemins pour Rodion Romanovitch. Soit une balle en plein front, soit la route du bagne. Sonia lui lança un regard frénétique et se mit à trembler. « Ne vous inquiétez pas, je sais tout, et c'est lui qui me l'a dit, mais je sais tenir ma langue, je ne le dirai à personne. C'était très bien le sermon que vous lui avez fait, comme quoi ce serait mieux qu'il y aille et qu'il le dise lui-même. Ça vaudra beaucoup mieux pour lui. Bon, si c'est la route du bagne, lui il la prend, mais vous, n'est-ce pas? Vous le suivez? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Bon, et si c'est ça alors, donc, voilà cet argent, vous en aurez besoin. Pour lui-même, vous en aurez besoin, vous comprenez? En vous le donnant à vous, c'est comme si je le lui donnais. De plus, tenez, vous avez promis aussi à Amalia Ivanovna de lui régler sa dette. Je suis au courant, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous prend, Sofia Semyonovna, de signer des contrats pareils toujours sans réfléchir et de prendre ses obligations? C'est Katerina Ivanovna qui devait de l'argent à cette Allemande, pas vous. Vous pourriez vous en fiche de cette Allemande. Ce n'est pas comme ça qu'on peut vivre. Bon, si quelqu'un vous demande quelque chose, je ne sais pas, demain, après-demain, vous pose des questions sur moi ou à propos de moi, et c'est à vous qu'on en posera. Le fait que je suis passé vous voir, là, maintenant, n'y faites pas allusion. Et ne montrez pas du tout l'argent. Ne dites pas que je vous l'ai donné à personne. Bon. Et maintenant, au revoir. Il se leva de sa chaise. Un salut à Rodion Romanitch. À propos, cet argent, gardez-le pendant un temps, ne serait-ce que chez monsieur Razumikine. Vous connaissez monsieur Razumikine? Bien sûr que vous le connaissez. C'est un type pas mal. Portez-le lui demain ou le moment venu. Jusque-là, cachez-le bien. Sonia, elle aussi, bondit de sa chaise et le regarda avec effroi. Elle brûlait de demander quelque chose, de poser une question, mais les premières minutes, elle n'avait pas osé, et elle ne savait pas comment commencer. « Mais comment... Vous partez, maintenant, comme ça, sous la pluie ?»« Bah, on se prépare pour l'Amérique et on a peur de la pluie. » Adieu, ma bonne Sofia Semyonovna. Vivez. Vivez fort. Les autres auront besoin de vous. À propos, dites à monsieur Razumikine que je le salue. Dites-le lui comme ça. Arkady Ivanovitch Svidrigaïlov, n'est-ce pas, vous salue. Faites-le absolument. Il sortit, laissant Sonia stupéfaite, effrayée, pleine d'une espèce de soupçon obscur et lourd. Il s'avéra par la suite que, le même soir, à 11 heures passées, il avait fait encore une autre visite, fort excentrique et très inattendue. La pluie ne cessait toujours pas. Mouillé jusqu'aux os, il entra à 11h20 du soir dans le petit appartement des parents de sa fiancée, Il Vassilievski, 3e ligne, près de la petite perspective. Il frappa très longtemps avant de se faire ouvrir, et produisit d'abord un grand trouble. Mais Arkady Ivanovitch, quand il voulait, avait des manières tout à fait charmantes, si bien que la première idée des raisonnables parents de la fiancée, une idée d'ailleurs qui était loin d'être stupide, à savoir qu'Arkady Ivanovitch vraisemblablement s'était saoulé au point qu'il n'avait plus conscience de lui-même, cette idée donc s'effondra tout de suite. La compatissante et raisonnable mère de la fiancée roula dans son fauteuil, le père débile pour accueillir Arkady Ivanovitch, et selon son habitude, elle entama la conversation par une question très éloignée du propos principal. Cette femme ne posait jamais de questions directes, elle commençait toujours par sourire et se frotter les mains. Et puis, s'il fallait vraiment apprendre quelque chose d'une façon ferme et nette, comme par exemple le moment où il plairait à Arkady Ivanovitch de fixer le mariage, elle se lançait dans les questions on ne peut plus empressées, et même avide sur Paris, sur la vie de la cour à Paris, et c'est seulement ensuite qu'elle parvenait progressivement à la 3e ligne de l'île Vassilievski. À tout autre moment, bien sûr, cela inspirait beaucoup de respect,
Mais cette fois, Arkady Ivanovitch fit preuve d'une impatience comme toute particulière et exprima violemment le désir de voir sa fiancée, encore qu'on lui eût annoncé, et dès le début, que la fiancée était au lit. Il va de soi que la fiancée parut. Arkady Ivanovitch lui annonça directement que, suite à une circonstance particulièrement urgente, il était obligé de quitter Pétersbourg pour un temps et que c'était la raison pour laquelle il lui apportait ses 15 000 roubles en liquide, en diverses coupures, et lui demandait de les accepter de sa part comme un cadeau insignifiant que, du reste, il avait depuis longtemps l'intention de lui offrir avant les noces. Bien sûr, le lien logique entre le cadeau, le départ immédiat et l'obligation pressante de venir à cette fin dans la pluie et la nuit n'apparaissait pas trop à ses explications. Mais l'affaire néanmoins s'arrangea au mieux. Même les O et les A indispensables, les questions et les surprises, se firent soudain incroyablement mesurées, retenues. En revanche, c'est la gratitude la plus enflammée qui s'exprima, gratitude qui fut même renforcée par les larmes de la plus que raisonnable mère. Arkady Ivanovitch se leva, éclata de rire, embrassa la fiancée, lui caressa la joue, confirma qu'il serait bientôt de retour, et remarquant dans ses jolis yeux, certes, une curiosité d'enfant, mais en même temps une sorte de question muette et très sérieuse, il réfléchit, l'embrassa une nouvelle fois, et tout de suite regretta très sincèrement son cadeau, sachant qu'il serait mis sous clé séance tenante et conservé par cette plus que raisonnable mère. Il sortit, laissant tout le monde dans un état d'agitation extrême. Mais la maman compatissante effaça tout de suite à mi-voix dans un débit précipité un certain nombre de très graves malentendus et dit précisément qu'Arkady Ivanovitch était un très grand homme, un homme d'affaires, qui avait le bras long, un millionnaire. Dieu seul savait ce qu'il pouvait avoir en tête. Ça lui venait, et il partait. Ça lui venait et il donnait l'argent. Et donc, il n'y avait pas à s'étonner. Bien sûr, c'était étrange de le voir tout mouillé, mais les Anglais, par exemple, ils sont encore plus excentriques. Et puis, tous ces gens du grand monde, ils se fichent de ce qu'on peut dire d'eux. Ils ne font pas de chichi. Peut-être il faisait exprès de se promener comme ça, pour montrer qu'il n'avait peur de personne. Surtout, il ne fallait pas dire un mot à quiconque, parce que Dieu seul savait ce que ça pourrait donner, et pour l'argent vite sous clé, et bien sûr, ça tombait vraiment bien que Fédosia soit restée tout ce temps dans sa cuisine. Et surtout, rien, ne rien dire du tout à cette aventurière de Resley, etc. Ils restèrent à chuchoter jusqu'à 2 heures du matin. La fiancée, au demeurant, était partie se coucher beaucoup plus tôt, surprise et un peu triste. Pendant ce temps, Svidrigaïlov, à minuit pile, traversait le pont T, vers le quartier de Pétersbourg. La pluie avait cessé, mais le vent soufflait. Il commençait à trembler, et pendant bien 1 minute, avec une sorte de curiosité toute spéciale et même une interrogation, il regarda l'eau noire de la petite Neva. Mais bientôt, il se rendit compte qu'il faisait très froid à rester au-dessus de l'eau. Il se tourna et partit vers la G, perspective. Il descendait l'interminable G, perspective, depuis déjà très longtemps, presque 1 demi-heure, trébuchant plus d'une fois sur le trottoir de bois, mais sans cesser de rechercher quelque chose avec curiosité sur le côté droit de la perspective. Là, quelque part, déjà vers la fin de la perspective, il avait remarqué en passant en voiture, tout récemment, un hôtel en bois, mais assez grand, et qui s'appelait, autant qu'il put s'en souvenir, quelque chose comme Adrianopolis. Il ne s'était pas trompé dans ses calculs. Cet hôtel, dans un coin aussi perdu, formait un point tellement visible qu'il n'y avait pas moyen de ne pas le trouver, même dans l'obscurité. C'était une longue bâtisse en bois noirci, où, malgré l'heure tardive, on voyait encore de la lumière et on remarquait une certaine animation. Il entra et demanda une chambre au loqueteux qu'il trouva dans le couloir. Le loqueteux, toisant du regard Svidrigaïlov, se secoua et le conduisit aussitôt vers une chambre éloignée, étroite et étouffante, tout au fond du couloir, dans un coin sous l'escalier. Mais c'était la seule chambre libre, toutes les autres étaient prises. Le loqueteux portait sur son client un regard interrogateur. « Il y a du thé ?» demanda Svidrigaïlov. « Ça peut se faire, monsieur. »« Qu'est-ce qu'il y a d'autre »
Du veau, de la vodka, des hors-d'œuvre, monsieur. Apporte du veau et du thé, et vous n'aurez besoin de rien d'autre. Demanda le loqueteux avec même une certaine stupeur. Rien, rien. Le loqueteux s'éloigna complètement déçu. Ça doit être pas mal comme endroit, se dit Svidrigaïlov. Dommage que je ne connaissais pas. Moi aussi, je parie, j'ai l'air d'un type qui rentre d'un cabaret quelconque et qui a déjà eu une histoire en chemin. Curieux, n'empêche. Qui est-ce qui s'arrête et qui passe la nuit ici? Il alluma une bougie et observa la chambre plus en détail. C'était une petite cage, mais si petite qu'elle était presque trop basse pour Svidrigaïlov, avec une seule fenêtre. Un lit très sale, une table peinte toute simple et une chaise occupaient tout l'espace. Les murs paraissaient faits de planches clouées, couvertes de papier peint en loques, si poussiéreux et déchirés qu'on pouvait encore discerner leur couleur, jaune, mais qu'il était impossible de discerner le moindre dessin. Une partie du mur et du plafond était coupée en biais, comme d'habitude dans les mansardes. Mais là, au-dessus de cette découpe, il y avait l'escalier. Svidrigaïlov reposa la bougie, s'assit sur le lit et se mit à réfléchir. Un chuchotement étrange et incessant qui montait quelquefois jusqu'au cri, dans la petite cage voisine, éveilla enfin son attention. Ce chuchotement ne s'était pas arrêté depuis qu'il était entré. Il tendit l'oreille. Quelqu'un grondait quelqu'un et lui faisait des reproches quasiment larmoyants, mais on n'entendait qu'une seule voix. Svidrigaïlov se leva, cacha la bougie avec sa paume, et tout de suite une petite fente brilla dans le mur. Il s'approcha et regarda. Dans une chambre un peu plus grande que la sienne, il y avait 2 clients. L'un d'eux sans gilet, la tête frisée à l'extrême, le visage rouge et enflammé, se dressait dans une pose oratoire, les jambes écartées pour assurer son équilibre, et non sans se frapper la poitrine, adressait à l'autre des reproches pathétiques, comme quoi cet autre était un va-nu-pied, qu'il n'avait même pas le moindre grade dans la fonction, que lui, il l'avait sorti du ruisseau, et que le jour où il voudrait, il le mettrait dehors, et que tout ça, il n'y avait que la dextre du Tout-Puissant qui le voyait. L'objet de ses reproches était assis sur une chaise et avait l'air d'un homme qui, pris d'une envie extrême d'éternuer, n'y arrivait jamais. De loin en loin, il posait un regard trouble de bélier sur l'orateur, mais à l'évidence, il n'avait pas la moindre idée de ce qui était dit, et sans doute même n'en avait-il pas entendu grand-chose. Une bougie finissait de fondre sur la table. Il y avait un carafon de vodka quasiment vide, des verres à vodka, du pain, des verres plus grands, des cornichons salés et des théières depuis longtemps vidées. Après avoir attentivement examiné ce tableau, Svidrigaïlov, indifférent, s'éloigna de la fente et se rassit sur le lit. Le loqueteux, revenu avec le thé et la viande de veau, ne put se retenir de redemander « C'est tout ce qu'il vous faut ?» et sur une nouvelle réponse négative, il s'éloigna définitivement. Svidrigaïlov se jeta sur le thé pour se réchauffer, et il en but un verre, mais il fut incapable de manger la viande car il avait totalement perdu l'appétit. La fièvre visiblement commençait à le ronger. Il ôta son manteau, sa jaquette, s'enroula dans la couverture et se coucha. Il se sentit dépité. Ce serait quand même mieux d'être en pleine forme pour ça, se dit-il, et il ricana. L'air dans la chambre était lourd. La bougie faisait une lumière glauque. Dehors, le vent soufflait, quelque part dans un coin. Une souris farfouillait, et dans toute la chambre, d'ailleurs, il y avait une odeur de souris, avec un genre d'odeur de cuir. Il était couché, et c'était comme s'il songeait. Les pensées se succédaient. Il lui semblait qu'il aurait bien voulu que son imagination s'accroche à quelque chose un petit peu plus longtemps. Sous la fenêtre, sans doute, il doit y avoir un jardin, se dit-il. Les arbres bruissent. Comme je déteste le bruit des arbres la nuit, dans la tempête et dans le noir, quelle sensation moche. Et il se souvint que tout à l'heure, passant devant le parc Petrovski, c'est avec dégoût qu'il y avait pensé. Là, justement, il se souvint du pontet, de la petite Neva, et de nouveau il ressentit le froid qui l'avait transpercé quand il était resté au-dessus de l'eau. Jamais de ma vie je n'ai aimé l'eau, même dans les paysages, se dit-il à nouveau, et d'un seul coup
Il ricana encore à une idée étrange. Ça aurait dû lui être complètement égal. Maintenant, toute cette esthétique et ce confort, et c'est justement là qu'il devenait délicat comme un animal qui se choisirait un endroit dans ce genre de situation. Non, sûr, il aurait dû tourner vers le parc Petrovski. Ça a paru trop sombre, tiens, trop froid. On a cherché, tiens, quoi, presque des sensations plaisantes. À propos, pourquoi je ne moucherais pas cette bougie? Il la souffla. Les voisins sont couchés, se dit-il, ne voyant plus de lumière par la fente. C'est maintenant, tenez, Marfa Petrovna, que vous pourriez venir. Il fait sombre, le lieu est propice, et la minute originale. Et c'est justement là que vous ne viendrez pas. Soudain, sans raison, il se souvint comment tout à l'heure, 1 heure avant l'exécution de son projet contre Dunietchka, il avait recommandé à Raskolnikov de la confier à la garde de Razumikine. C'est vrai, si ça se trouve, c'était plus pour m'exciter moi-même que je disais ça. Raskolnikov l'a bien compris. Quel lascar n'empêche, ce Raskolnikov. Il en aura porté sur les épaules. Avec le temps, il peut devenir un drôle de lascar quand ses bêtises seront passées, mais pour le moment, il a vraiment trop envie de vivre. Sur ce point-là, tous ces gens, c'est des ordures. Et puis au diable, qu'il fasse ce qu'il veut, moi... Il n'arrivait toujours pas à dormir. Peu à peu, l'image tout à l'heure de Dunietchka se mit à apparaître devant lui et brusquement, un tremblement lui traversa tout le corps. Non, tout ça il faut laisser tomber maintenant, se dit-il, reprenant ses esprits. Il faut penser à autre chose. C'est étrange et c'est drôle. Je n'ai jamais trop haï personne. Je n'ai même jamais trop voulu me venger, et ça c'est mauvais signe, mauvais signe. Je n'aimais pas discuter non plus. Je ne m'échauffais pas. Ça aussi mauvais signe. Et tout ce que je lui ai promis tout à l'heure. Diable. Parce que si ça se trouve, elle m'aurait même encore fait changer de voix. Il se tut à nouveau et il serra les dents. Une nouvelle fois l'image de Dunietchka venait d'apparaître devant lui exactement telle qu'elle était quand, après son premier coup de feu, elle avait eu une peur terrible, avait baissé le revolver et, plus morte que vive, le regardait, si bien que, lui, il aurait eu 2 fois le temps de se jeter sur elle, et qu'elle, elle n'aurait même pas eu celui de lever la main pour se défendre, ce que d'ailleurs il lui avait fait remarquer. Il se souvint comment, à ce moment-là, il avait eu comme pitié d'elle, au point que son cœur s'en était serré. Et zut, au diable, encore ces idées-là, il faut laisser tomber tout ça, laisser tomber. Déjà il perdait conscience. Le tremblement de fièvre s'apaisait. Soudain ce fut comme quelque chose qui, sous sa couverture, lui courut le long du bras puis de la jambe. Il tressaillit. Diable, mais c'est quoi? Une souris? Se dit-il. C'est moi. J'ai laissé la viande sur la table. C'était terrible comme il n'avait pas envie de se découvrir, de se lever, de geler, mais soudain, une nouvelle fois, quelque chose lui jaillit, sensation détestable, le long de la jambe. Il rejeta sa couverture et ralluma la bougie. Fiévreux, tremblant de froid, il se pencha pour examiner le lit. Rien. Il secoua la couverture et soudain ce fut une souris qui bondit sur les draps. Il se précipita pour l'attraper, mais la souris ne s'enfuyait pas du lit, elle fusait en zigzag, de tous côtés, elle lui glissait entre les doigts, elle courait sur sa main, et soudain elle jaillit sous l'oreiller. Il en rejeta l'oreiller, mais à cet instant il sentit que quelque chose avait bondi sur sa poitrine, que ça lui gigotait le long du corps, et voilà dans son dos, sous la chemise, il se mit à trembler nerveusement et il se réveilla. Il faisait nuit dans la chambre, lui, il était allongé dans le lit, emmitouflé comme tout à l'heure, dans sa couverture. Le vent soufflait à la fenêtre. Quelle saleté, se dit-il avec dépit. Il se leva et s'assit sur le rebord du lit, tournant le dos à la fenêtre. Mieux vaut ne pas dormir du tout, décida-t-il. De la fenêtre, pourtant, il lui venait du froid et de l'humidité. Sans bouger de sa place, il tira la couverture sur lui et s'enroula dedans. Il n'avait pas rallumé la bougie. Il ne pensait à rien et il ne voulait pas penser, mais les songes se dressaient les uns après les autres. Des bribes de pensées fusaient sans début et sans fin, incohérentes.
C'était comme s'il tombait dans un demi-sommeil. Était-ce le froid, le noir, l'humidité, le vent qui hurlait sous la fenêtre et faisait tanguer les arbres, qui suscitait en lui un genre de tendance obstinée au fantastique, une espèce de désir? Toujours est-il que toutes sortes de fleurs se représentèrent à lui. Il s'imagina un paysage splendide, une journée claire, tiède, presque chaude, un jour de fête, la Pentecôte, un cottage campagnard, riche, somptueux, de style anglais, entouré de parterres de fleurs odorantes, avec des plates-bandes qui faisaient le tour de la maison, un perron orné de plantes grimpantes derrière des rangées de rosiers, des marches, pleines de lumière et de fraîcheur, couvertes d'un tapis splendide paré de fleurs précieuses dans des vases chinois. Il remarqua particulièrement aux fenêtres, dans un pot empli d'eau, des bouquets de narcisses blancs et tendres, inclinant sur leurs longues et plantureuses tiges vert clair leurs têtes au parfum enivrant. Il n'avait même plus envie de s'en éloigner, mais il monta les marches et il entra dans une haute et grande salle, et là encore, partout aux fenêtres, près des portes grandes ouvertes, donnant sur la terrasse elle-même, partout, il découvrit des fleurs. Les parquets étaient jonchés d'une herbe parfumée, juste fauchée. Les fenêtres étaient ouvertes, un air doux, léger et frais pénétrait dans la pièce. Les oiseaux gazouillaient sous les fenêtres et, au milieu de la salle, sur des tables couvertes de linge de soie blanche, il y avait un cercueil. Ce cercueil était garni de gros de Naples blancs et orné d'épais ruchers blancs. Des guirlandes de fleurs l'embrassaient de tous côtés. À l'intérieur, recouverte de fleurs, gisait une fillette, vêtue d'une robe de tulle blanc, les bras serrés et repliés sur la poitrine, comme sculptés dans le marbre. Mais ses cheveux dénoués, des cheveux blonds très clairs, étaient mouillés. Une couronne de roses ornait sa tête. Son profil, sévère et déjà pétrifié, était lui aussi comme sculpté dans le marbre, mais le sourire de ses lèvres blêmes semblait empli d'une sorte de douleur infinie, non enfantine, et d'une grande plainte. Svidrigaïlov connaissait cet enfant. Il n'y avait autour de cette tombe ni icône, ni bougie allumée. L'on n'entendait aucune prière. Cet enfant était une suicidée, une noyée. Elle avait juste 14 ans, mais c'était déjà un cœur brisé, un cœur qui s'était tué, blessé par une offense qui avait horrifié et étonné cette créature jeune et enfantine. Une offense qui avait inondé d'une honte imméritée cette âme pure et angélique et lui avait arraché un dernier cri de désespoir, un cri non entendu, violé, raillé au fond d'une nuit noire dans le froid, par un dégel humide avec le vent hurlant. Svidrigaïlov reprit ses esprits, se leva et fit un pas vers la fenêtre. À tâtons, il trouva la poignée et ouvrit la fenêtre. Le vent jaillit frénétiquement dans toute sa cage étroite et plaqua comme un masque de gel sur son visage et sa poitrine couverte d'une simple chemise. Sous la fenêtre, sans doute, il y avait quelque chose comme un parc, et semblait-il, là aussi, un parc d'attractions. Sans doute, là aussi, dans la journée, il y avait des chansonniers, et l'on servait du thé à de petites tables. À présent, les arbres et les buissons faisaient voler leurs éclaboussures par la fenêtre. Il faisait noir, comme dans une cave, au point qu'on arrivait à peine à distinguer quelques taches noires que dessinaient les objets. Svidrigaïlov, penché, appuyé sur les coudes au rebord de la fenêtre, regardait depuis déjà bien 5 minutes sans aucune pause dans ces ténèbres. Au milieu de l'obscurité et de la nuit, on entendit un coup de canon, suivi d'un autre. « Ah, le signal. L'eau qui monte, se dit-il. Le matin, ça va jaillir, et là où c'est un peu trop bas dans les rues, ça inondera les caves et les celliers. Les rats des caves reviendront à la surface, et dans la pluie et le vent, les gens, en s'injuriant, mouillés, vont se mettre à traîner leurs détritus jusqu'aux premiers étages. Mais quelle heure est-il donc maintenant ? Et à peine s'était-il posé cette question que quelque part tout près, dans un tic-tac précipité, comme aussi pressé que possible, une pendule sonna 3 heures. Mais dans 1 heure il fera déjà jour. Qu'est-ce qu'il y a à attendre ? Je sors maintenant.
et droit au Petrovski. Là, quelque part, je me choisis un grand buisson trempé de pluie. On l'effleure juste de l'épaule et des millions d'éclaboussures vous giclent à travers toute la tête. Il s'éloigna de la fenêtre, la referma, ralluma la bougie, enfila son gilet, son manteau, mit son chapeau et la bougie à la main sortit dans le couloir à la recherche du loqueteux qui devait dormir quelque part dans son réduit parmi toutes sortes de débris et de restants de bougies pour lui payer la chambre et ressortir de l'hôtel. C'est la meilleure minute, la meilleure qu'on puisse choisir. Il marcha longuement dans le couloir long et étroit sans trouver personne. Il voulait déjà appeler à haute voix quand brusquement dans un coin sombre, entre une porte et une vieille armoire, il distingua une sorte d'objet étrange, quelque chose qui était comme vivant. Il se pencha avec la bougie et trouva un enfant, une petite fille de 5 ans, pas plus, vêtue d'une petite robe trempée comme une serpillière. La petite fille grelottait et pleurait. Ce fut comme si elle n'eût aucune peur de Svidrigaïlov. Elle le regardait de ses grands yeux noirs avec un étonnement obtus et sanglotait de loin en loin, comme font les enfants qui ont pleuré longtemps et ont cessé de pleurer, qui se sont même consolés et qui, pourtant, pour un oui ou pour un non, peuvent recommencer de plus belle. Le visage de la petite fille était pâle, épuisé. Elle était engourdie de froid. Mais comment donc s'était-elle retrouvée ici? C'est donc qu'elle avait dû se cacher, elle n'avait pas dormi de la nuit. Il se mit à l'interroger. La petite fille s'anima brusquement et entreprit de lui répondre, en balbutiant à toute vitesse dans sa langue d'enfant. Il y avait quelque chose sur sa maman, et maman devait la flapper pour une tasse ou quoi qu'elle lui avait cassée. La petite fille parlait sans s'arrêter. On arrivait à deviner des choses dans son récit. Ce devait être une enfant mal aimée que sa mère, une cuisinière quelconque, sans doute toujours ivre, employée de cet hôtel, sans doute terrorisait et rouait de coups. La petite fille avait cassé une tasse de sa mère et avait eu si peur qu'elle s'était enfuie dès le soir d'avant. Elle s'était cachée, sans doute très longuement, quelque part dans la cour, sous la pluie. Puis, elle s'était faufilée jusque-là, s'était cachée derrière l'armoire, et était restée là, dans son coin, toute la nuit, pleurant, tremblant d'humidité, d'obscurité et de frayeur, parce qu'elle craignait d'être frappée très fort pour cette tasse. Il la prit dans ses bras, retourna dans sa chambre, la fit asseoir sur le lit et entreprit de la déshabiller. Ses petits souliers troués, sur ses pieds nus, étaient tellement mouillés qu'on pouvait croire qu'ils avaient passé la nuit dans une flaque. Il la déshabilla et la coucha dans le lit, la couvrit et l'emmitoufla avec la tête dans la couverture. Elle s'endormit aussitôt. Tout cela terminé, il lui vint des pensées lugubres. Il ne manquait plus que je m'en mêle, conclut-il soudain avec une sensation pesante et pleine de rage. Quelle bêtise! Pris de dépit, il saisit la bougie pour s'en aller, trouver coûte que coûte le loqueteux et quitter cet endroit. Ah là 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 là, cette fillette, se dit-il avec une malédiction, comme il ouvrait déjà la porte. Mais il revint regarder la fillette une dernière fois pour voir si elle dormait. Il souleva prudemment la couverture. La fillette dormait d'un sommeil profond et béat. Elle s'était réchauffée sous la couverture. Ses petites joues pâles étaient déjà inondées de couleur, mais, chose étrange, cette couleur s'affirmait d'une façon toujours plus nette, plus forte que ne le faisait habituellement le teint rouge des enfants. C'est une rougeur de fièvre, se dit Svidrigaïlov, comme la rougeur du vin, exactement comme si on lui avait donné à boire tout un verre de vin. Ses petites lèvres rouges, on dirait qu'elles brûlent, qu'elles flamboient, mais qu'est-ce que c'est? Il lui sembla soudain que ses longs cils noirs étaient comme en train de frissonner, de cligner, comme en train de se soulever, et qu'il laissait paraître un regard malin perçant une sorte d'appel dans un clin d'œil, quelque chose d'absolument pas enfantin, comme si la petite fille ne dormait pas, qu'elle faisait semblant. Ouais, c'est bien ça. Voilà ses lèvres qui s'élargissent dans un sourire. Les commissures de ses lèvres frissonnent à croire qu'elle se retient, mais non, elle ne se retient plus du tout. Ça, c'est déjà du rire, un rire flagrant.
C'est quelque chose d'insolent, de provoquant qui s'illumine dans ce visage que voilà tout sauf enfantin. Ça, c'est la débauche. C'est un camélia, le visage insolent d'un camélia, d'une prostituée française. Voilà que, cessant complètement de se cacher, ses deux yeux s'ouvrent. Il l'enveloppe dans leur regard brûlant obscène. Il l'appelle, il rit. Il y avait quelque chose de monstrueux à l'infini et d'humiliant dans ce rire-là, dans toute cette saleté sur le visage de l'enfant. Quoi, à 5 ans? Chuchota Svidrigaïlov, empli d'une horreur véritable. C'est... Mais qu'est-ce que c'est? Mais elle... Voilà qu'elle se retourne complètement avec son petit visage tout en feu. Voilà qu'elle tend les bras. Ah, satané! S'écria horrifié Svidrigaïlov, levant la main sur elle. Mais il se réveilla au même instant. Il était dans le même lit, toujours emmitouflé dans sa couverture. La bougie n'était pas allumée, mais à la fenêtre, le jour était tout blanc. Un cauchemar toute la nuit. Il se leva rageusement, sentant qu'il avait le corps moulu. Il avait mal aux os. Dehors, il y avait un brouillard impénétrable. On ne distinguait rien. Presque 5 heures, dormi trop tard. Il se leva, enfila sa jaquette, son manteau, encore humide. Il palpa dans sa poche le revolver et arrangea la capsule. Il s'assit, sortit un carnet de notes de sa poche et sur la page de titre, la page la plus visible, inscrivit quelques lignes en gros caractères. Il les relut et resta pensif, accoudé à la table. Le revolver et le carnet de notes étaient là à côté de son coude. Les mouches, réveillées, grouillaient sur l'assiette de viande qu'il n'avait pas touchée et qui, elle aussi, était là sur la table. Il les regarda longuement, puis, de sa main droite, qui était restée libre, il entreprit d'attraper l'une des mouches. Il s'épuisa longtemps dans cet effort, et il n'arrivait pas du tout à l'attraper. Enfin, il s'attrapa lui-même à cette occupation intéressante, reprit conscience, tressaillit, se leva, et sortit résolument de la chambre. 1 minute plus tard, il se retrouvait dehors. La ville était couverte d'un brouillard épais, laiteux. Svidrigaïlov se mit en marche le long d'un trottoir de bois glissant et sale en direction de la petite Neva. Il avait l'impression d'entrevoir les eaux de la petite Neva monter durant la nuit, l'île Petrovski, les petits chemins mouillés, l'herbe mouillée, les arbres et les buissons mouillés, et enfin ce fameux buisson. Avec dépit, il examina les maisons, histoire de penser à autre chose. Il ne rencontrait pas un passant, pas un cocher le long de la perspective. Les maisonnettes de bois, couleur jaune canari, aux volets fermés, avaient un air morne et sale. Le froid et l'humidité le transperçaient de part en part. Il se mit à trembler de fièvre. De loin en loin, il tombait sur des enseignes de boutiques, des marchands de légumes, et il lisait soigneusement toutes les enseignes. Le trottoir de bois se termina. Il était arrivé au niveau d'un grand immeuble de pierre. Un roquet sale, tout tremblant, la queue entre les pattes, lui coupa le chemin. Un bonhomme, ivre-mort, couvert d'une capote, le visage contre terre, gisait au milieu du trottoir. Svidrigaïlov le regarda et reprit sa route. Sur la gauche, une haute tour de guet lui fusa dans les yeux. « Tiens, se dit-il, mais c'est l'endroit idéal. Pourquoi l'île Petrovski ? Au moins devant témoin officiel. » Il faillit ricaner à cette nouvelle idée et tourna dans la rue. C'est là qu'était la grande maison à la tour. Devant le grand portail fermé de la maison, il découvrit un petit bonhomme, l'épaule appuyée au portail, emmitouflé dans un manteau de soldat gris et coiffé comme Achille d'un casque en cuivre. D'un regard somnolent, il lorgna froidement vers Svidrigaïlov. On distinguait sur son visage cette douleur dédaigneuse et éternelle qui donne une expression si morne à tous les visages, sans exception aucune, de la nation juive. Les deux, Svidrigaïlov et Achille, sans rien dire, s'examinèrent un certain temps. Achille trouva enfin que cela faisait désordre, qu'un homme pas ivre se tienne devant lui, à 3 pas, le regarde en face et ne dise rien du tout. « Et qu'est-ce qu'il vous faut ici, là ?» murmura-t-il toujours sans bouger ni sans changer de position. « Bah, rien, vieux frère. Bonjour, » répondit Svidrigaïlov.
Si pas l'endroit ici. Je pars à l'étranger, vieux frère. À l'étranger? En Amérique. En Amérique? Svidrigaïlov sortit son revolver et il leva le chien. Achille haussa les sourcils. Oui, ici, si, machin. Là, c'est pas l'endroit. Et pourquoi ce ne serait pas l'endroit? Parce qu'ici, pas l'endroit. Non, vieux, c'est complètement égal. L'endroit, il est très bien. Si on te pose des questions, dis ça. Voilà, parti en Amérique. Il plaça le revolver contre sa tempe droite. Ça suffit pas ici. C'est pas l'endroit, fit Achille en tressaillant, ses grandes prunelles de plus en plus écarquillées. Svidrigaïlov appuya sur la détente.